mais peu importait s'il n'arrivait pas au-dessus de la ligne des montagnes. La situation était effrayante. Le Victoria courait avec une grande rapidité. On sentait qu'il allait se mettre en pièces. Le choc serait terrible, en effet. Le docteur regarda autour de lui dans la nacelle. Elle était presque vide. S'il le faut, Dick, tu te tiendras prêt à sacrifier tes armes? Sacrifier mes armes, répondit le chasseur avec émotion. Mon ami, si je te le demande, c'est que ce sera nécessaire. Samuel, Samuel! Tes armes, tes provisions de plomb et de poudre peuvent nous coûter la vie. Nous approchons, s'écria Joe, nous approchons. 10 toises. La montagne dépassait le Victoria de 10 toises encore. Joe prit les couvertures et les précipita au dehors, sans en rien dire à Kennedy. Il lança également plusieurs sacs de balles et de plomb. Le ballon remonta. Il dépassa la cime dangereusement et son pôle supérieur s'éclaira des rayons du soleil. Mais la nacelle se trouvait encore un peu au-dessous des quartiers de roc contre lesquels elle allait inévitablement se briser. Kennedy, Kennedy, s'écria le docteur, jette tes armes ou nous sommes perdus. Attendez, monsieur Dick, fit Joe, attendez. Et Kennedy, se retournant, le vit disparaître au dehors de la nacelle. Joe, Joe, cria-t-il. Le malheureux, fit le docteur. La crête de la montagne pouvait avoir en cet endroit une vingtaine de pieds de largeur, et de l'autre côté, la pente présentait une moindre déclivité. La nacelle arriva jusqu'au niveau de ce plateau assez uni. Elle glissa sur un sol composé de cailloux aigus qui criaient sous son passage. Nous passons, nous sommes passés, cria une voix qui fit bondir le cœur de Fergusson. L'intrépide garçon se soutenait par les mains au bord inférieur de la nacelle. Il courait à pied sur la crête, délestant ainsi le ballon de la totalité de son poids. Il était même obligé de le retenir fortement car il tendait à lui échapper. Lorsqu'il fut arrivé au versant opposé et que l'abîme se présenta devant lui, Joe, par un vigoureux effort du poignet, se releva et s'accrochant au cordage, il remonta auprès de ses compagnons. Pas plus difficile que cela, fit-il. Mon brave Joe, mon ami, dit le docteur avec effusion. Oh, ce que j'en ai fait, répondit celui-ci, ce n'est pas pour vous, c'est pour la carabine de monsieur Dick. Je lui devais bien cela depuis l'affaire de l'arabe. J'aime à payer mes dettes, et maintenant nous sommes quittes, ajouta-t-il en présentant au chasseur son arme de prédilection. J'aurais eu trop de peine à vous voir vous en séparer. Kennedy lui serra vigoureusement la main sans pouvoir dire un mot. Le Victoria n'avait plus qu'à descendre. Cela lui était facile. Il se retrouva bientôt à 200 pieds du sol et fut alors en équilibre. Le terrain semblait convulsionné. Il présentait de nombreux accidents fort difficiles à éviter pendant la nuit avec un ballon qui n'obéissait plus. Le soir arrivait rapidement, et malgré ses répugnances, le docteur dut se résoudre à faire halte jusqu'au lendemain. Nous allons chercher un lieu favorable pour nous arrêter, dit-il. Ah, répondit Kennedy, tu te décides enfin? Oui, j'ai médité longuement un projet que nous allons mettre à exécution. Il n'est encore que 6 heures du soir, nous aurons le temps. Jette les ancres, Joe. Joe obéit, et les 2 ancres pendirent au-dessous de la nacelle. J'aperçois de vastes forêts, dit le docteur. Nous allons courir au-dessus de leur cime, et nous nous accrocherons à quelque arbre. Pour rien au monde je ne consentirai à passer la nuit à terre. Pourrons-nous descendre demanda Kennedy. À quoi bon? Je vous répète qu'il serait dangereux de nous séparer. D'ailleurs, je réclame votre aide pour un travail difficile. Le Victoria, qui rasait le sommet de forêts immenses, ne tarda pas à s'arrêter brusquement. Ses ancres étaient prises. Le vent tomba avec le soir, et il demeura presque immobile au-dessus de ce vaste champ de verdure formé par la cime d'une forêt de sycomores. Fin du chapitre 41.